Cette semaine, je suis très heureuse parce que sort en librairie mon livre « À gauche en sortant de l'hypermarché ». J'ai eu l'idée de ce livre en fait au moment du confinement. On avait ce temps suspendu et où on s'est posé beaucoup de questions sur la consommation, ce dont on avait besoin et ce dont on n'avait pas besoin. Et on a interrogé un peu nos pratiques quotidiennes. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de parler politique, en commençant par des choses qui ont à voir avec le quotidien, parce que j'aime bien partir du quotidien pour arriver aux idées et pas dans l'autre sens, parce que je trouve que c'est peut-être plus grand angle, plus facile aussi de s'immerger dans les idées quand elles démarrent par un aspect concret. Et alors là, le projet social et écologiste que j'ai en tête, finalement, il se matérialise autour d'un lieu qui est l'hypermarché, qui concentre à mon sens, un peu toutes les pathologies contemporaines. Et donc, ce livre est construit comme le parcours client, c'est-à-dire que on y rentre, alors on interroge en y entrant la publicité, le marketing, la façon dont on nous fait évoluer dans ces zones qui sont absolument incroyablement immenses, à en donner d'ailleurs le vertige. Et puis on chemine jusqu'à la caissière du supermarché, qui a été une des figures justement du confinement, puisque d'un seul coup, on a pris conscience qu'il y avait les premiers de corvée qui gagnaient difficilement leur vie et qui travaillaient très durement. Et la caissière fait partie de ces personnels du monde d'aujourd'hui qu'on reconnaît à peine, puisque les caissières souvent sont confondues avec l'objet. On ne les voit pas, on leur dit pas bonjour et elles ont un métier qui est extrêmement pénible physiquement pour un salaire souvent de misère parce qu'elles sont à temps partiel, donc elles viennent grossir les gros bataillons des travailleurs pauvres. Et puis ensuite, quelque part, on se rend compte que pendant qu'elles gagnent pas grand-chose, la grande distribution, elle fait des profits faramineux. Et donc on est dans cet hypermarché au cœur de l'hypermarché, cette idée qu'on va marchandiser tout et n'importe quoi. Et au fond, quand on sort du supermarché, immédiatement d'abord, très souvent en faisant quelques mètres, quelques centaines de mètres en voiture ou à pied, on va tomber sur un sans-abri, parce qu'il y en a beaucoup dans les zones, dans ce type de zone, même si on les a chassés des abords de l'hypermarché, on les trouve juste un petit peu plus loin et qu'on est là avec des tonnes de courses et des gens qui vivent dans la misère. Et on rentre chez soi et à peine on a rangé tout ce qu'on vient d'acheter, qu'on est déjà avec des piles comme ça à mettre à la poubelle, tellement il y a du gaspillage de l'emballage qui détruit la planète. Donc je trouve qu'on est au cœur en fait de cette société qui n'a pas tellement de sens autre que consommer, c'est-à-dire le sens du toujours plus, et non pas de répondre à nos besoins, mais de nous inciter, de nous solliciter, de créer de l'envie et aussi beaucoup de frustration, parce que c'est le lieu de toutes les frustrations, l'hypermarché, puisqu'on nous sollicite, et il y a ça, et il y a encore ça, et il y a un truc nouveau, et encore plus nouveau, et mon Dieu, on n'a pas acheté ça, et puis il y a ça comme ci, et il y a ça comme ça, et tout s'illumine, et il y a du bruit, et il y a des couleurs, et on nous emmène en fait dans cette obligation, cette injonction à acheter toujours plus. Or, le plus, c'est pas le mieux. Et cette distinction entre le plus et le mieux, il est vraiment temps de le faire parce qu'il y a la crise climatique, mais temps de le faire aussi pour le sens de nos vies. Alors j'ai eu envie de parler de ces hypermarchés aussi parce que ce sont des lieux d'abord assez décriés et peu discutés, comme si d'ailleurs ceux qui font l'opinion, les éditorialistes, les grands écrivains, n'allaient pas dans les hypermarchés, qui sont souvent vus comme des non-lieux, ce qui est complètement faux, puisque l'hypermarché, c'est pas un non-lieu, c'est un lieu de sociabilité. Et je prends l'exemple du Carrefour qui est au Baudot à Sevran, c'est clair que c'est un lieu dans lequel on se croise, dans lequel même on va se réchauffer l'hiver quand on a froid dehors, et il s'y passe plein de choses, hein. Je parle de l'hypermarché, aussi des centres commerciaux qui sont souvent attenants aux hypermarchés, pas toujours, mais c'est un peu cet état d'esprit, d'espèces de gros blocs qui sont sur des milliers de mètres carrés et qui ont façonné aussi la ville et en particulier évidemment les périphéries des zones urbaines. Et ces hypermarchés, ils sont décriés parce que ce sont des lieux populaires, jugés laids, et qui a une forme de mépris de la part d'un tout petit milieu parisien qui ne voit pas ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Et tout nous pousse à y aller, tout est construit pour que les hypermarchés soient le haut lieu de la consommation, là où tout le monde en fait est censé être attiré, et en même temps, soit on ne les regarde pas dans ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux, soit on méprise les gens qui passent leur samedi après-midi dans les hypermarchés, au point que, au moment, vous vous souvenez peut-être, où il y a eu les émeutes
du Nutella, eh bien, il y avait sur les réseaux sociaux toute une série de commentaires absolument ignobles, de mépris de classe incroyables, en disant mais comment c'est possible que des gens aillent se battre pour un malheureux pot de Nutella en promotion. Et bien en fait, tout amène à ça. D'abord parce que les gens sont paupérisés et que oui, ils se battent pour un pot de Nutella à prix cassé et que par ailleurs, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on va dans l'hypermarché, on essaie aussi d'acheter des produits sucrés qu'on a vus à la télé et qui permettent aussi d'être comme tout le monde d'une certaine manière, de s'insérer, de s'inclure dans la société telle qu'elle est, c'est-à-dire une société qui a fait de la consommation une norme et même plus qu'une norme, c'est-à-dire un lieu de la réalisation de soi. C'est-à-dire j'achète, donc je suis. Si j'achète telle marque et pas telle autre, je suis. Et c'est vrai qu'à travers l'hypermarché, on voit bien aussi tout le modèle de la distinction qui fait fonctionner le consumérisme contemporain, puisque c'est pour se distinguer qu'on va acheter telle marque et pas telle autre, et qu'à partir du moment où une marque se démocratise, vous verrez que, vous voyez déjà, que les catégories plus aisées vont vite aller vers une autre marque, parce qu'ils veulent avoir ce que les autres n'ont pas, et c'est comme ça qu'ils se distinguent des catégories sociales inférieures. Et donc c'est une machine assez infernale à se distinguer et à créer des besoins totalement superflus. C'est ça la société qui est magnifiquement incarnée par l'hypermarché dans ce lieu-là. Donc je trouve qu'il s'y joue des choses très importantes et que c'est pas inintéressant de se rendre compte que l'histoire de l'hypermarché s'inscrit dans l'histoire de la consommation, qui est une histoire très rapide. Parce que c'est au tournant 19e, 20e que, en gros, ce type de magasins vont trouver leurs racines, à la fois avec ce qu'on appelait les grands magasins, qui étaient les lieux à Paris ou en centre-ville pour la bourgeoisie, et de l'autre, avec justement des choses où on avait des grands lieux, où on pouvait voir les objets et venir consommer sur place. Voilà, et l'émergence du supermarché, qui lui était l'idée qu'on allait en banlieue, dans des zones qui étaient moins chères, et pouvoir se servir librement à des prix qui seraient des prix plus bas. Et c'est comme ça que les supermarchés se sont développés. Et ensuite, il y a eu les hypermarchés, c'est-à-dire on est passé au stade supérieur avec des lieux immenses, toujours dans des zones périphériques, avec des prix encore plus cassés, et aussi cette logique de centres commerciaux adossés, dans lequel vous allez trouver quasiment une ville entière, puisque vous pouvez y acheter de la nourriture, mais aussi aller au restaurant. Parfois, il y a la poste, le coiffeur, la banque. C'est-à-dire que ça devient une espèce de ville en soi, sans histoire, hein, mais plaquée là, où vous avez tout le lieu de la consommation. Et c'est la ville consommation, d'une certaine manière, qu'on trouve dans ces hypermarchés et ces centres commerciaux. Alors, cette histoire de la consommation, elle va très vite. Elle est liée au tournant 19e, 20e siècle, avec l'essor des transports, évidemment, où les marchandises peuvent circuler. Aussi de tout ce qui a à voir avec la communication, puisque c'est parce qu'on communique plus qu'on a aussi des logiques marketing qui peuvent se mettre en œuvre avec de la publicité. Tout ça arrive en même temps, ça va très vite, et hop, on bascule progressivement dans l'hyperconsommation, l'hyperconsumérisme, qui correspond à une logique du capitalisme, puisqu'il s'agit de nous vendre toujours plus cher, des objets de plus en plus obsolètes rapidement. C'est un peu ça, puisqu'il faut dégager du profit. Il faut dégager du profit aussi en abaissant les salaires, et c'est pourquoi dans la grande distribution, comme dans d'autres secteurs évidemment, on a des profits de plus en plus importants et des licenciements en masse, comme on le voit en ce moment avec ces grands groupes de la grande distribution qui font d'énormes profits et qui profitent de la crise, un peu comme d'une aubaine, de la crise sanitaire, pour avoir des plans de licenciement absolument ignobles, et aussi pour payer très mal des salariés qui sont de plus en plus dans des formes qui sont des formes précaires de travail, sans parler évidemment de cette caissière qu'on voudrait voir disparaître, puisque le supermarché et l'hypermarché sont aujourd'hui concurrencés. L'hypermarché de la grande distribution est aujourd'hui concurrencé par deux choses. Le hard discount, qui arrive à s'adresser à des populations qui ont beaucoup de mal à se nourrir, et donc là dans le hard discount on a des prix qui sont des prix plus bas que dans les hypermarchés, donc c'est concurrentiel. Ou de l'autre côté, pour un autre public, tout l'essor des supermarchés bio, et qui s'adresse là à un public plus favorisé et qui concurrence également les hypermarchés. Donc l'hypermarché
de nos jours, finalement, il est de moins en moins aimé par les Français. Il y a toute une série d'enquêtes d'opinion qui montrent que les Français aiment de moins en moins leurs hypermarchés, qui les rendent responsables de la désertification des centres-villes, puisque ce sont les commerces de proximité qui progressivement meurent dans les villes moyennes, des villes de banlieue, parce que l'hypermarché finalement a capté tout, et que pour y aller, on est obligé de prendre sa voiture. Donc avant, on mettait moins de temps pour faire nos courses, mais comme il faut aller à l'hypermarché avec la voiture, les embouteillages, etc., aujourd'hui on met plus de temps pour aller faire les courses. Donc l'hypermarché commence à se rendre compte qu'il ne répond pas totalement à nos besoins. Et il y a un désamour grandissant qui est aussi lié à l'essor de l'e-commerce progressivement, puisque de plus en plus, même si ça reste une faible part de la population, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui font leurs courses par Internet. Bref, l'hypermarché a une forme d'étoile qui est en train de vaciller et qu'on se demande bien par quoi il va être remplacé. Et le problème, c'est qu'il pourrait être remplacé par cette idée folle qui a germé, devinez où, pour démarrer aux États-Unis, même si n'oublions pas que le premier hypermarché au monde, il est arrivé en France, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans les années 60, et c'était un événement incroyable, et que la France, d'ailleurs, est le pays par excellence des hypermarchés. Mais là, la nouvelle idée, c'est l'idée d'avoir un hypermarché totalement connecté. Vous n'avez plus d'humain là-dedans, vous arrivez, et en fait, tout est bipé. Et vous sortez de là, en passant votre caddie, clac, vous êtes flashé de partout. Donc c'est évidemment la surveillance généralisée et la non-présence d'humains dans ces espaces-là, tout en gardant toute cette logique très agressive, commerciale, pour vous faire acheter toujours plus, toujours plus, toujours plus, ce qui est une aberration, une folie à l'heure de la crise climatique. Donc quelque chose ne tourne pas rond, mais on voit bien qu'on pourrait basculer dans une nouvelle génération de supermarchés, hypermarchés, qui ne répondraient pas plus à nos désirs et à nos besoins véritables. Et c'est ça la question qu'on a à se poser, c'est de savoir quelle société on veut, de quel magasin on a besoin, et derrière l'enjeu du magasin et de l'achat, c'est aussi la place de cette agressivité commerciale, de ce marketing et de ce grand gâchis généralisé qui est, à mon sens, posé. Donc ce lieu me paraît à la croisée, finalement, des questions sociales et écologiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous trouverez dans ce livre quelques citations d'André Gortz et d'autres, parce que je pense qu'on voit bien dans l'hypermarché le lien entre antiproductivisme, anticapitalisme, et que la logique de consommation, du consumérisme est mise en cause. Mais c'est presque le point d'arrivée et pas le point de départ du livre, puisque je propose d'y entrer plutôt comme on entrerait, sans trop, avec un regard sinon neuf, mais en tout cas un peu épuré pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se joue au fond dans ce lieu qui est un lieu banal. Et j'aime bien interroger le banal. Si Annie Ernaux donc, en a parlé dans un livre « Regarde les lumières, mon amour », où ce sont des flashs, des passages dans son hypermarché qu'elle raconte, avec justement cette façon aussi dont on est tous super attirés par l'hypermarché, et qu'il y a sans arrêt des promotions, plein de choses qui s'y passent, et quand on y rentre un peu comme on rentre dans quelque chose qui tourbillonne, qui nous attire, et que cette attirance, quelque part, elle nous détourne aussi de plein d'autres choses qui pourraient faire davantage sens. Donc c'est une manière d'interroger les normes sociales. Je le fais en prenant appui sur un certain nombre de travaux d'intellectuels, aussi bien de Pierre Bourdieu, pour prendre une référence qui m'est chère depuis très très longtemps, mais à de plus jeunes auteurs, comme par exemple Rasmig Köcheyan, qui a écrit un très très beau livre récemment qui pose ces enjeux des besoins essentiels et des besoins artificiels. Et j'y intègre également des références de romans. Par exemple, il y a Le Clésio, que peut-être vous n'avez pas lu, mais qui s'appelle Les Géants et qui est précisément sur l'hypermarché et qui est assez en résonance avec les problématiques que je pose là, parce qu'il les décrit avec des personnages un peu fantomatiques. Et au final, ce qu'il faut, c'est brûler l'hypermarché, il faut brûler Hyperpolis, il s'appelle celui-là. Donc je prends exemple de cette littérature, mais aussi de cinéma, parce que ça m'intéresse de savoir ce qui travaille nos imaginaires, aussi bien pour décrire le réel que pour avoir un regard critique sur lui. L'idée, en fait, c'était de montrer le lien
absolue, en fait, en termes de projet politique, entre la dimension de critique du capitalisme et du consumérisme. Et donc, en fait, comment un projet social, c'est-à-dire issu de la tradition du mouvement ouvrier avec ses enjeux lutte des classes assez classiques, en fait, sont totalement intégrés aujourd'hui avec les défis environnementaux, écologistes, et qui sont en fait imbriqués. Le social et l'écologie sont imbriqués l'un dans l'autre, et que je ne vois pas d'issue écologie sérieuse sans mise en cause de la loi du profit et du capitalisme. Et dit comme ça paraît très idéologique de principe, et il me semble qu'à travers l'hypermarché, on en fait une sorte de démonstration concrète, parce qu'au fil des pages, on voit bien que c'est la même société qui maltraite la caissière du supermarché et qui nous oblige à acheter tout et n'importe quoi, ce qui revient à bousiller la planète et nos désirs. Et donc voilà ce livre, qui est un peu une sorte de parcours client, le mien, et qui nous emmène vers une critique de la société telle qu'elle ne va pas, mais aussi à la fin vers des propositions ramassées, mais qui nous donnent le sens, parce que je pense qu'on a besoin de trouver d'abord le sens de l'alternative. Auchan disait la vie, la vraie, moi je dirais la vie pour de vrai. Et dans la vie pour de vrai, je pense qu'on a à demander, c'est pas simplement du pouvoir d'achat, comme on le dit souvent, c'est du pouvoir vivre. Et c'est ces enjeux-là que j'avais envie de poser à travers ce livre. Voilà, je vous souhaite une belle lecture.